Toutes et à tous. Donc, ça enregistre. Oui, donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de la Semaine verte européenne qui est un des éléments qui rythme l'agenda de la mission des DRS, qui est pilotée par Clémence, qu'on ne présente plus, et qui accomplit un très gros travail au sein de la vice-présidence projet transformant et mission sociétale dont je m'occupe. Alors, c'est la première fois que l'Université Gustave Eiffel et l'École des Ponts participent à la Semaine verte européenne. Et la thématique de cette année, c'est zéro pollution. Alors, cette ambition zéro pollution, c'est un plan d'action de l'Union européenne qui est une des actions clés du Pacte vert pour l'Europe, et j'y reviendrai, qui a été voté très récemment en mai 2021. Donc, c'est tout frais. Et c'est une manifestation qui est organisée par la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir engager la discussion avec l'ensemble des parties concernées, des parties prenantes, des citoyens intéressés, et sur la façon dont on pourrait travailler ensemble, échanger les idées, échanger les bonnes pratiques pour essayer d'avoir un environnement, donc zéro pollution, c'est le thème, et sans produits toxiques. Alors cette conférence est la principale conférence annuelle européenne sur la politique de l'environnement. Et côté université, c'est vraiment l'occasion de sensibiliser l'ensemble des personnels, les étudiants, les étudiantes, aux impacts environnementaux. Alors ça, c'est comme son nom l'indique, ça s'étale sur une semaine et tout au long de cette semaine, donc il va y avoir une série d'animations, une vingtaine d'animations qui vous seront proposées en distanciel et en présentiel. Donc, on a essayé de faire les deux, avec des conférences, des ateliers, de la découverte de la biodiversité sur nos différents campus. C'est vraiment quelque chose qui se déploie à l'échelle nationale. La fresque du climat, que je vous invite vivement à faire, un escape game, théâtre sur le thème de la ville du futur, donc un programme très diversifié. Donc cet après-midi, ça va vraiment être dédié aux conférences et on va évoquer les émissions de gaz à effet de serre à l'université, les enjeux énergie-climat, le plastique dans les milieux aquatiques, et puis il y aura aussi dans les différents sujets qui seront évoqués sur cette semaine une table ronde sur la mobilité électrique et notamment sur le véhicule à batterie sur lequel on travaille. Et puis, il y aura des ateliers, d'autres animations qui vous seront proposées tout au long de la semaine. Vous avez le programme pendant la pause méridienne ou en soirée, si on parle de l'escape game théâtre. Alors, cette sensibilisation et cette formation de nos personnels et de nos étudiants, c'est vraiment un axe extrêmement important pour nous à l'Université Gustave Eiffel et à l'École des Ponts. Pour côté Université Gustave Eiffel, nous avons une mission sociétale. Et dans cette mission, l'idée, c'est vraiment de contribuer à la fois sur le plan des travaux de recherche, mais aussi de la diffusion des connaissances et de la sensibilisation de tous, des citoyens, des habitants, à la mise en pratique aussi, pour aller vers une société des territoires et des villes durables. Et c'est notre thème d'excellence en recherche, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut incarner dans un continuum de diffusion de connaissances, de sensibilisation, de mise en pratique. Donc, c'est vraiment ça, c'est aller au-delà de simples travaux de recherche et de contribution à la création de connaissances et l'incarner dans nos comportements et dans nos pratiques. Alors, c'est vraiment là, ce thème et le pacte vert, je vous disais, ce plan, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le pacte vert. Ça nous concerne tout particulièrement. Il y a tous les sujets, ou en tout cas un certain nombre de sujets qui sont nos sujets phares à l'université notamment. Celui de la qualité de l'air, pardon, et de la thématique de la ville et de la santé. Celui de la qualité de l'eau, celui de la qualité des sols. Donc, on a tout un tas d'actions qui se déclinent vraiment en lien avec ces sujets qui sont des sujets phares de l'université. La question des déchets, la question de la biodiversité. Il y a même des enjeux liés à la question du bruit dans les transports qui sont inscrits dans le plan qui prévoit de faire baisser de 30% la part des personnes souffrant de troubles chroniques qui sont dus au bruit des transports. Donc, on est vraiment sur des thématiques sur lesquelles on a des choses à dire.
Donc là, c'est très en lien avec notre thème d'excellence. Donc, il est vraiment à cœur de participer à cette semaine verte européenne. Et donc, je vous le disais, il s'agit vraiment ici pour nous de partager nos résultats, notre expertise sur ce sujet. Donc là, on est vraiment au cœur de la mission sociétale, mais aussi de la mission d'appui aux politiques publiques. Mais c'est aussi une thématique qui doit vraiment infuser au-delà de la recherche, et je vous le disais aussi, dans toutes nos missions et dans toutes nos pratiques. Donc ça ne doit pas être un concept qu'on étudie dans nos labos, mais vraiment quelque chose qu'on envisage à des fins de recherche appliquée, avec un vrai souci de continuum vers l'applicatif. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on propose, et qui doit se déployer dans toutes nos missions, donc dans les cursus d'enseignement. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris dans le cadre de la COP2 étudiante et qui vont participer à ça, dans nos pratiques de mobilité, dans nos pratiques d'achat, dans nos pratiques professionnelles. Ça doit vraiment se retrouver et être un enjeu fort dans l'ensemble de nos pratiques et de nos missions. Alors, c'est cette diversité qu'on a essayé de traduire et d'illustrer dans le programme, puisqu'on va traiter 2 différents thèmes qui sont couverts par le plan, donc la mobilité, les plastiques, l'analyse du cycle de vie, les questions de gaz vert, on va retrouver tout ça dans le programme. En traitant de différents chantiers, donc celui du bilan des émissions de gaz à effet de serre sur lequel Clémence va revenir, celui des achats, et puis en essayant d'avoir des formats les plus diversifiés possibles, les plus attrayants, les plus fédérateurs pour les personnels et les étudiants. Je vous ai parlé de l'escape game, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des visites, etc., pour montrer que cette sensibilisation, elle passe vraiment par différents canaux et en apportant aussi des retours d'expérience des différents campus. Vous avez des éclairages de ce qui se passe sur les campus nationaux de l'Université Gustave Eiffel et des éclairages des écoles membres, des écoles composantes, de l'école des Ponts qui fait partie du consortium ICIT. Donc voilà, avoir vraiment ce rôle d'échange d'idées, d'échange de pratiques entre les différentes parties prenantes. Alors, je voulais aussi remercier donc, tous les référents des DRS qui se sont engagés pour participer au programme, animer une session. Ça a commencé depuis hier. La mission des DRS, elle ne peut pas exister sans ces référents et je salue vraiment le travail de l'ensemble de ces référents sous l'égide de Clémence, bien sûr. Mais c'est essentiel pour faire vivre la feuille de route de la mission des DRS. Remercier aussi tous les intervenants qui vont apporter ces éclairages et traduire cette richesse du consortium pour leur contribution. Je parlais de la mission des DRS, donc Clémence a construit une feuille de route ambitieuse pour l'engagement de l'établissement à la durabilité et on a vraiment besoin de tout le monde pour la faire vivre. Et ce type de manifestation, c'est essentiel pour partager les expériences, partager des connaissances, susciter le débat. Il y a des choses sur lesquelles il subsiste plein de débats. La réflexion sur les moyens de changer les choses, on est au début du chemin. Et ça rentre complètement, à mon sens, dans la logique d'animation scientifique de l'établissement et à l'ensemble de tous les personnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et que je salue tout particulièrement dans cette initiative d'aujourd'hui. Voilà, je voulais aussi remercier les partenaires extérieurs qui se sont mobilisés. On parlait de l'ensemble des parties prenantes. Il y a les parties prenantes de l'université, de l'école des Ponts, donc du consortium ICIT, mais qui ne vivent pas en vase clos. Donc les partenaires extérieurs sont aussi extrêmement importants. Et on ne pourra pas atteindre cet objectif sans une synergie entre tous ces acteurs. Donc voilà, merci beaucoup à tous et je m'arrêterai là pour ne pas être trop longue parce que ce n'est pas le plus important dans cette semaine verte européenne, loin s'en faut. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine européenne du développement durable. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Corinne pour cette belle ouverture et puis tu as parfaitement respecté le timing. Du coup, comme vous l'a dit Corinne, moi je vais commencer par vous présenter le bilan des émissions de gaz à effet de serre à l'Université Gustave Eiffel, donc jusqu'à 15h. Ensuite, à 15h, on aura Olivier Brunner qui interviendra pour présenter les enjeux énergie-climat.
À 16 heures, pardon, nous aurons Johnny Gasperi qui présentera donc, tout ce qui est sources et flux de débris plastiques dans les milieux aquatiques. Ça durera une demi-heure. Et puis pour terminer, on finira donc par une table ronde, donc comme l'a dit Corinne, sur le véhicule à batterie est-il l'avenir de la mobilité électrique, où on aura donc des représentants de l'université, de l'école des ponts, de Renault également, et c'est deux étudiants en master transport et développement durable de l'école des ponts qui animeront cette table ronde. Voilà. Donc encore merci Corinne pour l'ouverture. Et puis je vais donc commencer ma présentation. Tac. Voilà, donc normalement vous voyez tous mon écran. Donc pour débuter, je voulais quand même commencer par quelques ordres de grandeur, puisque moi, pendant ces 45 minutes, je vais vous parler d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler, mais qui ne nous parle pas forcément. Donc déjà, on parle de gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2, mais il en existe d'autres, comme le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Et du coup, pour avoir une unité qui soit homogène et qui représente tous ces gaz à effet de serre, on parle d'équivalent CO2. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'une tonne de CO2, 2 tonnes, 5 tonnes, 1000 tonnes? Je pense que ce n'est pas forcément très parlant. Donc, pour vous donner une idée, en moyenne, hein, l'utilisation moyenne pour un Français de la voiture sur un an, ça représente à peu près à 2 tonnes d'équivalent CO2. Le fait de chauffer, climatiser votre maison, votre appartement, pareil, sur un an, pour un Français, ça représente quasiment 2 tonnes d'équivalent CO2. Et si vous mangez tous les jours de la viande et du poisson, pareil, sur un an, on est à peu près à 2 tonnes équivalent CO2. 2 tonnes équivalent CO2, c'est également un aller-retour Paris-New York. Voilà, donc ça vous donne quelques idées sur ce 2 tonnes. Et pourquoi j'insiste sur ce 2 tonnes? Puisque 2 tonnes, c'est aussi en fait ce que chaque habitant de la planète devra émettre en 2050 par an pour respecter les accords de Paris, afin de ne pas dépasser le plus de degrés en 2100. Donc aujourd'hui, un Français, si vous voyez déjà, si vous faites le calcul, là on est déjà à plus de 6 tonnes juste en parlant de voitures, de chauffage et d'alimentation. Et donc un Français en moyenne, il émet aujourd'hui environ entre 10 et 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc l'objectif en fait, d'ici 2050, c'est de diviser par 5,5, 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment un gros travail qui est à faire pour les Français, mais voilà, pour tous les habitants de notre chère planète, si on veut continuer à vivre dans ces bonnes conditions. Donc, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est justement donc le bilan en fait de ce que l'université a émis en termes de gaz à effet de serre, et qui nous permet justement d'avoir une image. Donc, il faut choisir une année de référence. Donc, moi, j'ai choisi l'année 2019. Et donc, comme l'université Gustave Eiffel n'existait pas à cette époque, le périmètre donc comprend l'ex-UPEM, comprend l'ex-IFSTAR. Donc, on va dans le détail des 6 campus de l'ex-IFSTAR, et les écoles, donc l'EAVT, l'EIVP, l'ENSG et l'ESSIE. Malheureusement pour l'ESSIE, aujourd'hui, il me manque des données en fait pour avoir un bilan qui soit vraiment représentatif. Donc voilà, j'espère les avoir d'ici peu de temps, mais je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui les données relatives à l'ESSIE. Donc désolée pour les personnes de l'ESSIE qui sont présentes aujourd'hui, mais j'évoquerai quand même l'ESSIE à la fin, donc ne partez pas. Au niveau de ce bilan, je n'ai pas en fait différencié les étudiants des personnels, donc je les ai considérés de la même manière. Et on n'a pas utilisé, donc il y a une méthode qui s'appelle la méthode bilan carbone qui est définie par l'ADEME. Nous, on a choisi en fait plutôt de simplifier en fait nos calculs et d'utiliser un logiciel qui s'appelle Sagesse, donc qui permet justement de simplifier ces émissions de gaz à effet de serre, qui a été réalisé par la DGAC, et voilà, qui nous a permis d'avoir quelque chose d'un peu plus simplifié. Mais néanmoins, toutes les données issues de ce logiciel sont issues de la base carbone de l'ADEME, donc ces données ont bien été validées. Alors juste pour vous expliquer voilà, comment on a réalisé ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait 1 an qu'on a débuté ce gros projet. Donc, en juin 2020, on a recruté un stagiaire pour 6 mois.
Et en fait, on a commencé la collecte des données de à peu près juillet à novembre 2020 en informant en fait chaque contributeur du projet. Donc, comme vous l'avez vu, hein, on a pas mal en fait d'établissements qui sont concernés, puisqu'on a 4 écoles, on a 6 campus de l'Exifstar et on a l'Exupem. Donc, ce qui nous fait un nombre quand même assez conséquent de données à collecter et puis d'interlocuteurs en fait différents. Donc, c'est ce qui a pris énormément de temps. En septembre, donc, on a recruté une apprentie pour poursuivre la mission, donc Romane, qui sera présente jusqu'en septembre 2022. Et puis, à partir de novembre, on a en fait organisé des réunions avec les contributeurs pour leur dire, bah voilà, ok, nous, il nous manque encore ces données-là, mais ça va, il nous faut des justificatifs, etc., etc. Et le premier semestre 2021 a été consacré à la vérification des données, à la finalisation du projet. On est en train de rédiger un guide méthodologique pour vraiment expliquer en fait toutes les estimations qu'on a pu prendre, toutes les hypothèses, toutes les incertitudes, puisque comme vous allez le voir, on a énormément en fait d'estimations et d'hypothèses. Et puis, on a également mis en place une plateforme de collecte d'indicateurs qui va en fait nous simplifier la vie pour les futures mises à jour du bilan des émissions de gaz à effet de serre, puisque le bilan des émissions de gaz à effet de serre doit être mis à jour à minima tous les 3 ans. Voilà. Et l'objectif, ce serait qu'au second semestre 2021, on commence à avancer sur des plans d'action pour justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, la collecte de données a été quand même fastidieuse, hein, puisque c'est des données qui sont assez précises. Les contributeurs n'ont pas forcément l'habitude, n'ont pas forcément toutes les informations, n'ont pas forcément le temps pour répondre à toutes ces données. Donc voilà, c'est pour ça que ce projet s'étale sur autant de temps. Et puis, on a aussi voulu le faire en interne. C'est vrai que parfois, on passe par des prestataires. Nous, on a voulu le faire en interne, mais ça n'aurait pas changé grand-chose sur la collecte de données. Alors, quand on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est très réglementé. Et en fait, on a 3 catégories d'émissions qui sont réglementées, donc ce qu'on appelle des scopes. Donc, on a le scope 1, qui est les émissions directes, et le scope 2, qui correspond aux émissions indirectes associées à l'énergie. Donc, en fait, ces 2 scopes, ils sont obligatoires. Quand vous faites un bilan des émissions de gaz à effet de serre, vous devez absolument prendre en compte ces 2 scopes. Par contre, le troisième scope, qui comprend les déplacements professionnels, les déplacements domicile-travail, tout ce qui est achat, les immobilisations, etc., etc., ne sont pas obligatoires. Alors que vous le verrez dans les résultats, en général, ce troisième scope représente à peu près au moins les 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre d'un établissement ou d'une entreprise. Donc, quand on vous parle de bilan carbone ou de bilan des émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment voir en fait le périmètre et est-ce que ces 3 scopes ont été pris en compte ou non. Donc, je crois que la réglementation est en train de changer et bientôt, j'espère, qu'il sera obligatoire de prendre en compte ce troisième scope. Sinon, voilà, ça peut fausser totalement les données. Et donc, je vous ai mis en vert les données qu'on a pu collecter. Et donc, en rouge, c'est les données qu'on n'a pas pu collecter ou qui ne nous concernaient pas. Typiquement, tout ce qui correspond aux produits vendus, nous, on n'est pas concerné par ça. Notamment le transport de marchandises, on est peu concerné également par ça. Donc, il y a pas mal de choses qui ne nous concernaient pas, tout simplement non plus. Donc, comme je vous l'ai dit, on a pris on a dû faire des hypothèses, on a dû faire des estimations concernant l'énergie, donc qui correspond à la consommation de gaz, d'électricité, de bois, tout ce qui est groupe électrogène. Globalement, là, on a peu d'incertitudes puisque ça correspond à des factures ou à des suivis de consommation où on a des données qui sont quand même assez précises. On a un autre poste qui correspond hors énergie, qui correspond en fait à la rechargement des gaz de climatisation. Là aussi, si on a les données, on a peu d'incertitudes puisque il y a des documents en fait CERFA qui prouvent justement les rechargements des gaz de climatisation. Donc ça va. Concernant les déchets, donc il y a 3 catégories, les ordures ménagères, tout ce qui concerne le recyclage, et les déchets alimentaires.
Donc là, en fait, ça va dépendre des campus et des établissements. Les campus et les établissements qui font appel à un prestataire, là aussi, on n'a pas de problème en général puisqu'il y a une facture, il y a un tonnage et donc il n'y a pas de souci. Par contre, on a certains campus ou établissements où en fait leur ramassage de déchets sont réalisés par les collectivités territoriales. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des données sur les déchets. Et donc en général, soit on n'a pas de données, soit c'est une estimation qui est faite sur cette thématique-là. Mais dans tous les cas, vous le verrez tout à l'heure, les déchets représentent par rapport aux autres postes, voilà, ce poste-là émet quand même peu de gaz à effet de serre par rapport à d'autres postes. Concernant les intrants, donc ça concerne tous nos achats, en fait, tous les achats qui ont pu être faits en 2019. Donc là, voilà, là, on a des données, mais par contre, en fonction des établissements ou des campus, on a plus ou moins de données concernant les achats. Concernant le fret, donc là, voilà, c'était beaucoup trop compliqué à avoir, puisque en gros, pour chaque achat que l'on fait, il faut qu'on sache d'où ils viennent, donc la distance et son moyen de transport. Donc là, c'est voilà, clairement quasiment impossible. On n'a pas pu avoir cette information-là. Et ensuite, les deux derniers postes, donc on a tout ce qui est immobilisation. Donc là, on va retrouver en fait le tonnage de véhicules, nos mobiliers, tout ce qui va être réalisé en travaux d'aménagement, l'informatique et puis en fait nos bâtiments. Donc ça, en fait, c'est tous les biens en fait dont on dispose et qu'on a depuis de nombreuses années et qui va, voilà, par sa fabrication, par sa mise en déchet ensuite ou sa déconstruction, va émettre des gaz à effet de serre. Donc là, on a eu pas mal de données, mais par contre, il a fallu parfois faire des estimations, notamment concernant le mobilier. On demande le tonnage de mobilier. Je pense que personne n'a cette donnée, donc il a fallu qu'on fasse en fait une estimation en fonction, en gros, du nombre de mobilier dont on pensait avoir l'information. Et enfin, la partie déplacement. Donc, la partie déplacement, elle est divisée en 3. Les domiciles travail, les déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs. Pour les déplacements domicile-travail, on avait réalisé une enquête mobilité. Donc, on a fait une extrapolation des réponses, tout en sachant qu'on a eu un faible taux de réponse. Donc là aussi, on a une estimation. Sur les déplacements professionnels, donc là, en fonction en fait des établissements ou des écoles, des campus, etc., soit il y a eu une extraction du logiciel d'ordre de mission, soit c'était en fonction des réservations de véhicules, ou soit ça a été des estimations. Et ce qui ressort aussi, c'est que la plupart des écoles et l'ex-UPEM n'ont pas pris en compte les déplacements des étudiants pour leur stage à l'étranger. Et vous allez voir que ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable et du coup qui réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre et du coup qui sous-estime ce bilan. Et puis, pour les déplacements des visiteurs, donc là, c'est quand même quelque chose d'assez complexe d'avoir la donnée, de savoir comment nos visiteurs sont venus sur notre site et par quels moyens de transport ils sont venus. Donc, c'est assez compliqué d'avoir les données. Donc, soit ça a été des estimations qui ont été faites, soit, par exemple, pour l'Exifstar et pour l'EIVP, ça a en fait été pris en compte, simplement les visiteurs qui étaient indemnisés par l'établissement ont été pris en compte. Donc, forcément, là aussi, c'est sous-estimé. Donc, voilà, maintenant je vais vous présenter les résultats. Donc, je ne vais pas vous présenter les résultats de chaque établissement ou de chaque campus, puisque je pense que ça va être un petit peu redondant. Je vais vous présenter deux cas particuliers, puis après je vous ferai une comparaison globale des établissements. Donc, je vais commencer par l'ENSG, puisque globalement, en fait, sur l'ENSG, on a eu des données assez précises et assez exhaustives. Donc, mis à part le fret, donc je vous ai dit qu'on n'en faisait pas part. Et donc, en gros, on a, donc ici, vous avez la répartition des émissions par nature de source. Donc, on voit que le poste le plus émetteur, c'est l'énergie. Donc, c'est principalement, en fait, le chauffage au gaz. Ensuite, on a tout ce qui est immobilisation. Donc là, c'est voilà, nos véhicules, nos mobiliers, notre bâtiment, etc. Et le troisième poste, c'est les déplacements.
Donc, vous le voyez ici, je vous ai mis les incertitudes, puisque comme je vous l'ai dit, on a fait des hypothèses, on a fait des estimations. Et donc ça, en fait, ce que je vous montre ici, ce ne sont que des ordres de grandeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, par exemple, pour les immobilisations ou pour les déplacements, on a des incertitudes qui sont assez grandes, puisque voilà, on a pris des estimations, on a pris des hypothèses. Par contre, pour l'énergie, comme je vous le disais tout à l'heure, les estimations sont assez faibles, puisque les données sont assez précises. Donc, en gros, pour le NSG, on est sur l'année 2019 à 860 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente à peu près 2 tonnes d'équivalent CO2 par personnel ou par étudiant. Donc, je voulais montrer également un autre campus et puis un campus hors Île-de-France. Donc, j'ai pris l'exemple de Nantes, là aussi où j'ai eu pas mal de données. Donc là, on se rend compte qu'on a toujours en fait l'énergie qui revient comme le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre. En deuxième poste, on a les déplacements. Et en troisième poste, on a l'immobilisation. Là, donc, on est à 1576 tonnes équivalent CO2. Et si on rapporte au niveau du personnel, on est quasiment à 6 tonnes d'équivalent CO2 par personnel. Donc, c'est 3 fois plus que pour le NSG. Donc, si je vous fais un récap en fait en fonction des différents établissements, globalement en fait, on se rend compte, en tout cas quand on revient par personnel ou par étudiant, que en fait les campus de l'ex-IFSTAR ont en fait une empreinte carbone qui est plus importante que celle des écoles et de l'ex-UPEM. Donc, voilà, l'Exivstar, voilà, j'ai eu des données qui étaient assez exhaustives. Par exemple, le IVP, j'ai des données qui me manquent. Donc, voilà, ça peut expliquer tout ça, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer cette différence. Au niveau de l'ex-UPEM, donc vous voyez que l'ex-UPEM a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible que les autres, en tout cas quand on rapporte par personnel ou par étudiant. Donc il y a 11 000 étudiants, donc forcément ça divise par un nombre assez important. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, les déplacements en stage des étudiants n'ont pas été pris en compte. Et ça, je pense que ça sous-estime grandement les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises au niveau de l'ex-UPEM. Donc ça, il faudrait vraiment, par exemple, pour dans 3 ans, quand on fera la mise à jour, il faudrait peut-être faire une enquête ou voir avec le service qui est en charge des stages pour vraiment en fait voir combien de personnes sont parties à l'étranger. Je suppose que la plupart ont pris l'avion et voilà, qu'est-ce que ça émet comme gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, le NSG au début n'avait pas fait ce travail-là et ils m'ont envoyé des informations plus tard puisque des étudiants avaient fait ce travail et ça a rajouté quand même 100 tonnes d'équivalent CO2 par rapport à ce qu'ils avaient. Et le NSG, si je ne me trompe pas, je crois qu'il doit y avoir 300 étudiants, donc rien à voir par rapport aux 11 000. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point-là. Au niveau de Salon de Provence, vous voyez que voilà, il a une empreinte carbone beaucoup plus importante que les autres. Donc là, on a eu un petit souci par rapport au déplacement professionnel, où on pense en fait, enfin Salon de Provence, le campus Méditerranée comprend le campus de Salon de Provence et de Marseille. Et en fait, sur les déplacements, on a pris en compte Marseille. Donc là, il va falloir qu'on refasse un calcul, parce que comme je vous l'ai dit, hein, on est encore en phase de finalisation de ce projet. Et donc, ça devrait diminuer. Mais voilà, peut-être que ça restera en première position. Donc là, je vous ai fait un autre schéma en fait qui vous représente les 3 postes les plus émetteurs en fonction des différents établissements. Donc globalement, en fait, hein, on se rend compte que le premier poste, alors mis à part pour le IVP, c'est soit la consommation d'énergie, soit les déplacements. Et que globalement, on se rend compte que dans l'enseignement, c'est plus souvent l'énergie qui est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, et la recherche, donc l'Exifstar, on est plus sur le déplacement qui est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Le IVP a des résultats un petit peu différents, mais tout en sachant que là aussi sur le IVP, il faut qu'on revérifie les déplacements et les intrants, puisqu'il nous manque en fait des justificatifs. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont à revoir sur ces chiffres-là. En tout cas, dans les 4 postes les plus émetteurs, on a l'énergie et les déplacements qui arrivent en première ou en deuxième position à chaque fois. Et ensuite, en troisième, en deuxième ou quatrième position, on a tout ce qui concerne donc, les immobilisations et les achats.
Donc là, en fait, je vous ai mis le total de ce que ces 3 postes représentent. Donc en gros, en fait, si on prend en compte vraiment que les 3 principaux postes, on est quasiment à chaque fois à plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre de l'établissement. Donc c'est pour ça que je vous disais que les déchets en général représentaient très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce que l'on peut voir aussi, c'est que ce que je vous ai mis en fait en bleu foncé, c'est les établissements qui sont chauffés au gaz. Et donc, quasiment tous les établissements qui sont chauffés au gaz, mis à part le IVP, et là, on est sur une donnée fiable, qui consomment très très peu de gaz. Mais mis à part le IVP, tous les établissements qui sont chauffés au gaz ont quand même voilà, l'énergie qui représente un poste d'émission de gaz à effet de serre assez important. Donc justement, si on fait un focus en fait sur la consommation d'énergie, donc la consommation d'énergie, on se rend compte que c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, puisque ça représente à peu près 6000 tonnes d'équivalent CO2. Et donc là, en fait, je vous ai fait un schéma en fait qui différencie ce côté consommation d'énergie. Et donc dans la consommation d'énergie, on retrouvait la consommation de gaz, la consommation d'électricité et la consommation liée au groupe électrogène. Donc les groupes électrogènes, je ne vous les ai même pas mis puisque ça représente moins d'1%. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que la consommation de gaz représente quasiment 2/3 des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Pourquoi? Tout simplement puisque le gaz, c'est une énergie fossile et c'est une énergie fossile qu'on doit brûler pour se chauffer, etc. Et donc, en brûlant, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, c'est plutôt logique. Mais si on veut réduire en tout cas ce poste d'énergie, il faudra réduire notre consommation de gaz. Là, je vous ai mis donc le détail en fait des établissements avec la consommation de gaz par surface. Donc, j'ai voulu en fait rapporter à la surface puisque comme on a des établissements qui sont de tailles totalement différentes, ça ne serait pas parlant si je vous mettais simplement la consommation de gaz. Et je vous ai mis ici la consommation d'électricité. Donc voilà, on a 4 établissements qui ne consomment pas de gaz et donc tout le reste ont une consommation de gaz. Donc là, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai pris en compte les données de l'essier sur cette consommation d'énergie puisque j'avais ces données sur la consommation d'énergie. Et donc, on se rend compte donc justement que c'est l'essier qui a une consommation de gaz des plus importantes. Ensuite, on a l'ENSG et le AVT. Donc là, c'est les écoles qui ressortent en première position. Et sur la consommation d'électricité, donc là, je vous ai mis en fait avec une étoile les établissements qui n'utilisaient pas de gaz, puisque forcément, ils vont se chauffer à l'électricité. Donc, c'est normal aussi qu'ils consomment davantage d'électricité que d'autres établissements qui se chauffent au gaz. Et donc, si on ne tient pas compte ou moins compte de ces 4 établissements, on se rend compte que c'est l'essier qui arrive donc quasiment en première position sur la consommation d'électricité et le IVP en deuxième position. Voilà. Donc, sur les actions à réaliser ou en cours de réalisation, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour justement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre relatives à la consommation d'énergie. Donc, tout d'abord, sur ce qui a été réalisé, j'aurais dû mettre en premier. Donc, on a un bâtiment à Lille qui a été isolé en 2020 et le bâtiment principal de Lyon qui a également été isolé en 2020 et les travaux se sont terminés en 2021 si je ne me trompe pas, ou en tout cas en fin d'année 2020. Donc là, voilà, avec les consommations, alors même si le Covid va fausser toutes ces données, mais on pourra voir dans les années qui arrivent si cette isolation joue justement sur la consommation de gaz. Et puis, on a d'autres projets en cours puisqu'on a répondu au plan de relance et on a certains dossiers qui ont été acceptés. Donc, notamment à Lille, la rénovation de l'installation de chauffage, de ventilation et de climatisation et le remplacement de certains équipements. À Nantes, l'amélioration de l'exploitation des bâtiments et du relamping. Alors, relamping, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est changer l'éclairage qui va consommer beaucoup d'énergie par de l'éclairage basse consommation ou LED. Et sur Marne-la-Vallée, donc c'est amélioration également d'exploitation des bâtiments. Et puis, il y a certains bâtiments qui vont être isolés, donc avec parois opaques, toitures et façades qui vont être concernés. Voilà, donc
en gros, ça c'est ce qu'on est en train de faire. Après, ce que l'on devrait faire, ça c'est moi qui le dis, hein, ce n'est que mon propre avis. Mais je pense qu'il est vraiment nécessaire en fait d'avoir un état des lieux, donc notamment au travers d'audits énergétiques, de voir en fait quels sont les bâtiments qui consomment le plus, quelles sont les passoires thermiques, etc. Même si on a une petite idée. Mais du coup, suite à ces audits énergétiques, on peut avoir un plan d'action pour réaliser justement un plan global ben, de réduction en fait de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, Corinne parlait tout à l'heure des référents des DRS qui nous sont d'une grande aide. Donc, on a un groupe de travail qui va travailler notamment sur ce sujet, donc sur le bâtiment et les gaz à effet de serre. Au niveau de la mobilité, donc la mobilité, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc sur la consommation d'énergie, on était à peu près à 6 000 tonnes. Là, on est quasiment à 4 000 tonnes d'équivalent CO2. Et donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, on a regardé les déplacements domicile-travail, les déplacements des visiteurs et les déplacements professionnels. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici. Et donc là, c'est assez flagrant. En gros, en fait, on a 96% des déplacements sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux déplacements professionnels. Donc, 96% de nos déplacements professionnels sont liés aux émissions de gaz à effet de serre associées à la mobilité en 2019. Et j'ai voulu regarder un petit peu la part des moyens de transport dans ces déplacements professionnels. Et donc, on se rend compte que l'avion représente 78% des émissions de gaz à effet de serre des déplacements professionnels. Donc, c'est sur ces 96%. On a ensuite la voiture individuelle qui arrive en deuxième position avec 13%. Et puis après, on a le train, le métro, l'autobus, le covoiturage qui représentent 5% à eux trois. Donc, si l'avion représente autant d'émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout en fait par la distance parcourue, puisque quand on prend l'avion, c'est pour réaliser de nombreux kilomètres. Si on faisait ces déplacements en voiture individuelle, on aurait quasiment les mêmes en fait émissions de gaz à effet de serre, puisque à distance en fait constante, l'avion et la voiture individuelle émettent à peu près autant d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment en fait un gros travail, je pense, qu'il y a à faire sur les déplacements professionnels et notamment l'utilisation de l'avion, tout en sachant, j'insiste, qu'il nous manque les données de l'ex-UPEM, de l'ESSIer et de l'EIVP sur les déplacements des étudiants en stage, qui renforceraient en fait, je pense, ces données. Donc sur les actions qui sont en cours de réalisation, donc on a quasiment tous nos établissements qui sont en train de réaliser un plan de mobilité. Donc un plan de mobilité, c'est quoi? C'est justement réfléchir à notre mobilité, faire un diagnostic et réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre notre mobilité plus facile au sein de nos campus et puis diminuer en fait nos émissions de gaz à effet de serre liées à cette mobilité. Donc c'est notamment pour ça qu'on a fait cette enquête mobilité en fin d'année 2020. Donc pour Marne, pour Meaux, pour Nantes, pour Lyon et pour Lille, on est accompagné d'un prestataire qui s'appelle Ecodev. On est en train de finaliser les plans d'action. Après, en fait, sur la mobilité, globalement, en fait, on s'axe quand même beaucoup sur les déplacements domicile-travail. Et nous, on se rend compte que, en tout cas, ce qui ressort de notre enquête mobilité et du bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment les déplacements professionnels qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, notamment sur l'utilisation de l'avion et de la voiture individuelle dans le cadre de nos déplacements professionnels. Et donc là aussi, on a un groupe de travail donc de référents des DRS qui s'est constitué sur justement la mobilité et les gaz à effet de serre, dont Joël, qui est présent aujourd'hui, coordonne ce groupe de travail. Et enfin, donc pour terminer, les achats, en fait, c'est ressorti comme le troisième ou quatrième
post d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce qui était en cours. Donc, il y a une politique d'achat qui est en train d'être réalisée par l'établissement. Et notamment, l'objectif, c'est de prendre en compte les achats durables et responsables. Donc, ça, cette politique est en cours de rédaction. Et puis, alors là, c'est vraiment un focus sur toute la partie achat. Mais il y a eu un gros travail qui a été fait entre la VPCOM et la mission des DRS sur les objets promotionnels, donc ce qu'on peut appeler aussi goodies, où l'objectif, en fait, c'était vraiment de réfléchir sur, déjà, de choisir des objets qui soient utiles. Combien de fois on a eu des goodies qu'on est content d'avoir, mais en fait qu'on n'a jamais utilisé. Donc là, c'est vraiment pas le but. Donc d'avoir des objets utiles, qui soient durables, qui soient à minima fabriqués en Europe, voire en France. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués en France. Et surtout, en fait, c'est de sensibiliser à acheter moins mais mieux. Donc, on ne va pas en acheter 1000 si on en a besoin que de 500. Voilà, c'est acheter pour le nombre de personnes qui convient. Et puis, voilà, pas forcément acheter si on n'a pas besoin. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je voulais garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas, puisqu'on a 15 minutes encore pour échanger.